Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel sur le canal Maghreb TV et votre rendez-vous féminin va à la rencontre de mon invité. Mon invité aujourd'hui c'est madame Malika Madi, elle est écrivain belge, elle est d'origine algérienne, elle est aussi on va dire berbère aussi et elle a écrit plusieurs romans et des essais, elle est animatrice et dramaturge, animatrice d'ateliers, d'écriture, mais aussi auprès de personnes de tout âge. Et on va parler de son parcours, de son écriture, mais aussi des sujets qu'elle aborde dans ses romans et surtout des sujets qu'elle aborde aussi au théâtre. Bonsoir Malika. Bonsoir Fouzia. Alors Malika, je disais donc que vous êtes écrivaine, hein, on peut le dire, hein, le féminin maintenant est permis de ce mot-là et je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Donc votre premier roman Nuit d'encre pour Farah vous a valu un prix, le prix de littérature. Donc c'est une œuvre qui a été donc qui a reçu un prix par la communauté française. Le prix de la première œuvre de la communauté française. Voilà. Donc, long, merci. Merci. Et c'était en 2003. Mais après ça, il y a eu beaucoup plus de prix. Parlez-nous d'abord de vous avant tout ça. Bien, en fait, comme vous le disiez très bien, donc voilà, je suis d'abord auteure, donc romancière. Depuis mon plus jeune âge, je veux dire. J'ai écrit quand même depuis l'âge de 7 ou 8 ans où j'ai commencé à découvrir l'écriture et j'ai persévéré. J'ai vraiment voulu m'incruster, en tout cas essayer de tracer ma route dans l'écrit. Et puis avec l'âge et l'expérience de la vie, j'ai voulu en faire en quelque sorte un métier. Donc aujourd'hui, on peut dire que je vis de mon travail d'écrivain et donc c'est quand même une chance. Pas forcément de manière, disons, enfin c'est assez pluriel, hein, parce qu'il y a des animations, il y a le théâtre, il y a les conférences aussi, donc ça me permet de pouvoir gagner ma vie avec mon travail. Mais avant ça, donc, je disais que vous étiez d'origine algérienne, vous êtes née en Belgique Oui, je suis née en Belgique, voilà, je suis née de parents immigrés, comme voilà, beaucoup de femmes et d'hommes de ma génération. Je suis née dans un petit village du centre de la Belgique qui s'appelle Anderlu, qui est un village qui a connu toute une série de vagues d'immigration, essentiellement italiennes et marocaines, et puis quelques Algériens sont arrivés aussi. Donc il y a une communauté assez importante dans la région du centre de la Belgique, donc, notamment du côté d'Anderlu, Charleroi, la Louvière. Et donc j'y suis née, j'y ai vécu une grande partie de ma vie, et puis j'ai immigré à nouveau vers Bruxelles, donc très récemment. Donc voilà. Donc vous avez fait vos études à Bruxelles? Non, j'ai fait mes études donc dans la région du centre, à la Louvière, et je suis bruxelloise depuis 3 ans, donc ça fait pas très longtemps. Voilà. Vous dire. Mais vos études déjà à ce moment-là étaient orientées vers la littérature? Pas du tout. J'avais fait des études très pratiques de gestion, et puis parce que la littérature, disons, c'est pas un métier. Au départ, on n'y pense pas comme quelque chose qui pourrait nous permettre de gagner sa vie. En tout cas, voilà, moi, je n'étais pas partie dans la perspective d'en faire un métier. Et puis la vie fait que ça s'est présenté. Comme vous le disiez, Nuit d'encre pour Farah a remporté un grand succès, surtout dans les écoles, où ce livre est lu, voilà, est devenu un classique scolaire. Donc ça, c'est quand même assez important pour moi et assez gratifiant aussi. Et donc, voilà, ça m'a donné envie de continuer, de poursuivre dans mon travail d'auteur. Et puis, au fur et à mesure, les enseignants ont commencé à faire appel à moi. Donc, je commençais à intervenir aussi auprès des jeunes, à parler de littérature, mais pas uniquement. J'ai évoqué avec eux l'immigration, mais aussi la condition des femmes. Et comme Nuit d'encre pour Farah évoquait le mariage, et notamment le mariage forcé, voilà, donc je devenais peu à peu une spécialiste de la question du mariage forcé. Et donc voilà, mais bon, c'est vrai que dans mes conférences, d'autres thématiques sont abordées, comme la condition des femmes, voilà, la montée de l'islamisme ou du terrorisme dans le monde. Donc j'essaie aussi, dans la mesure de mes connaissances, de répondre aux questions que se posent les jeunes sur toutes ces questions d'actualité. On vous appelle souvent comme pour intervenir justement sur ces sujets-là. Alors est-ce que c'est parce que vous êtes écrivaine
écrivaine, ou bien c'est parce que vous êtes écrivaine d'origine étrangère? Non, je pense que je suis arrivée à une période qui était quand même assez charnière dans notre histoire, dans l'histoire contemporaine, c'est-à-dire le 11 septembre. Moi, j'ai commencé ces rencontres en classe vraiment après les attentats du 11 septembre, qui reste pour moi malgré tout la vraie fracture entre les communautés, malgré que ça se soit passé aux États-Unis le 11 septembre. On s'en est ressenti ici aussi. Foudroyer quand même tout le conscient collectif, donc, ou l'inconscient et le conscient dans la foulée. Donc c'est vrai que j'ai commencé à faire ces rencontres en classe parce que les enseignants se sont sentis démunis face au questionnement des jeunes concernant cette problématique. Et je pense qu'à l'époque, probablement que peu de gens prenaient la parole pour en parler, pour le dénoncer, et que je suis arrivée, moi, petit à petit, et puis par la suite, avec d'autres, nous sommes montés au créneau et notre voix s'est fait entendre. Mais c'est vrai que mon public scolaire est un public qui était demandeuse, enfin, en tout cas, ce public était demandeur, en tout cas, de mieux comprendre et d'essayer de mettre des mots sur cette douloureuse actualité qui n'a cessé ensuite On reviendra là-dessus, Madame Madi. Alors, revenons donc à votre premier roman. Donc, Nuit d'encre pour Farah traite du sujet du mariage forcé. Est-ce que quand on écrit justement, on se dit je vais écrire sur le mariage forcé, ou bien là c'est un livre qui devait... Nuit d'encre pour Farah, oui, c'est un livre qui m'a semblé évident à écrire quand je l'ai écrit. C'est-à-dire que je venais moi-même en quelque sorte de me marier pratiquement. J'avais 2 petits-enfants, mes fils étaient encore à peine à la maternelle. Donc je me disais, voilà, peut-être un sujet que je dois aborder parce que malgré tout, le mariage arrangé reste quelque chose qui est assez courant dans notre communauté à l'heure d'aujourd'hui. Donc même si le mariage forcé n'est pas la règle, heureusement il reste l'exception dans la plupart des cas, les mariages arrangés font partie de notre culture. Et j'avais, disons, besoin de parler de ça parce que je trouvais important aussi que l'on sache que malgré tout, dans cet Occident du 21e siècle, eh bien, des familles obligent encore des filles à se marier contre leur volonté. Alors je dis des filles, mais c'est aussi valable pour certains garçons, évidemment, où beaucoup de garçons subissent malheureusement ce genre de pression. Et donc voilà, donc c'est de dire aussi, voilà, ce n'est pas la règle, ça reste malgré tout des cas isolés de gens qui ne comprennent peut-être pas les fondements même de la religion musulmane, puisque évidemment un mariage conclu sous la contrainte n'a aucune valeur du point de vue de la religion, ça on le sait, donc chaque protagoniste doit évidemment donner son accord et le refus doit être accepté, enfin doit être respecté, donc ça c'est une évidence, mais quelques familles l'ignorent et vont jusqu'à en effet pousser une jeune fille à faire un mariage de raison qui les arrange plus que n'arrange la jeune fille ou le jeune homme d'ailleurs. Alors le succès de ce livre-là, est-ce que c'est dû justement à la pertinence du problème? Est-ce que le problème était tellement grand et les gens se sont retrouvés dans ce roman que... Oui, je pense qu'il y a plusieurs facettes à ce roman. D'abord, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui a 18 ans, qui va à l'école, qui adore lire, qui adore écrire, qui est une grande rêveuse et qui finalement ne subit aucune pression. Elle, ce sont ses sœurs aînées qui se retrouvent, voilà, qui subissent cette problématique. Et le jour où les 2 sœurs décident de prendre leur destin en main et d'aller vivre leur vie, c'est elle qui va subitement se retrouver être la 3e et celle qui va devoir répondre entre guillemets aux rêves de ses parents. Donc je crois que la problématique de ce livre n'est pas frontale. Je ne suis pas le chemin des 2 sœurs qui, elles, sont une histoire à elles seules, mais plutôt de la 3e, de la cadette, qui a subi qui est victime. Voilà. Donc je pense que les adolescents d'abord se reconnaissent en Farah, s'identifient à elle. Et donc c'est ce qui fait, je pense, d'abord le succès, parce que c'est très important pour un lecteur de s'identifier au personnage, ou en tous les cas de
de pouvoir se transposer ou même d'avoir de l'empathie. Parfois, c'est amplement suffisant. Hein, quand on est empathique, qu'on ressent la douleur du personnage, ça peut aussi vous toucher et vous permettre de suivre l'histoire. Et puis, en effet, oui, certainement, en se disant, tiens, ça existe encore, ça se passe encore. Mais que je relève aussi, ce qui pour moi est très important lorsque je rencontre les jeunes dans les écoles, c'est de leur expliquer que ce phénomène a existé dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, et que ce n'est pas uniquement dans les cultures arabo-musulmanes que le mariage forcé existe. Il a existé, il existe encore dans d'autres communautés, et parfois même dans la bourgeoisie bien pensante ou dans la noblesse, où parfois un mariage forcé n'est pas encore rare, ça peut encore se passer. Alors peut-être la dernière question à ce propos, Madame Madi. En 2003, vous sortez donc ce livre-là. Est-ce que vous pensez que c'est toujours un sujet d'actualité? Mais je pense que oui, parce que il faut savoir que chaque année, il y a 90 000 femmes qui subissent des mariages forcés en France, par exemple. Ce sont des chiffres français, donc des chiffres de l'association Ni Pute Ni Soumise qui est un chiffre donc publié par cette association. Donc 90 000 femmes chaque année, c'est quand même pas un petit nombre. Je donne régulièrement aussi des conférences, enfin chaque année pratiquement, je donne des conférences parlant des mariages forcés, notamment avec des magistrats, avec des avocats qui ont, par exemple, suivi l'affaire de cette jeune Pakistanaise qui a vécu un mariage forcé, enfin qui a été assassinée, en tous les cas, donc Sadia, crime d'honneur de Sadia, cette jeune fille de Charleroi notamment. Donc ça reste, et cette structure, cette ASBL qui organise ces mariages forcés, reçoit régulièrement des appels de jeunes filles en détresse qui sont en panique en disant voilà, on me prévoit de m'emmener au Pakistan, au Maroc, en Algérie, en Turquie, que sais-je, au secours. Donc je pense que malheureusement ça existe encore, oui. Alors après Nuit d'encre pour Farah, il y a eu beaucoup d'écriture. Hein. Vous avez participé et vous intervenez sur la question du racisme. D'ailleurs, vous écrivez en collaboration avec Hassan Bousta, je ne suis pas raciste, mais racontez-nous le contexte de ce livre. Je ne suis pas raciste, mais c'est pas un roman, c'est un essai que j'ai donc coécrit avec Hassan Bousseta, qui est chercheur et professeur d'université, à l'université de Liège notamment. Et c'est un ouvrage qui est en quelque sorte un petit peu le fruit de mes rencontres en classe. Voilà, donc parce que il m'arrive de faire entre 50 et 60 rencontres dans les écoles, dans toute la Belgique francophone et Bruxelles donc forcément, et j'avais envie de pouvoir apporter un ouvrage qui soit à la fois simple mais en même temps qui puisse répondre à toutes ces interrogations que se posent les jeunes et qui sont des interrogations tout à fait légitimes qui concernent l'actualité, que ce soit parler du racisme, qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que être raciste aujourd'hui aussi, hein. Finalement on se dit, voilà, le racisme, mais sémantiquement il y a une définition bien propre au racisme, à l'antisémitisme, alors nous réexpliquons avec Hassan les mots un peu rébarbatifs, barbares, que sont qu'est-ce que l'islamisme ou le fondamentalisme ou le terrorisme, en tout cas de manière aussi dans la genèse même de ces mots-là et de ces phénomènes-là. Donc c'est pas un livre difficile, je pense que c'est un livre qu'on a voulu très simple, accessible, et qui en même temps répond à beaucoup de questions que se posent les jeunes sur voilà, toute l'actualité et les phénomènes aujourd'hui de montée des fondamentalismes dans beaucoup de pays musulmans. Vous dites que vous traversez un petit peu la Belgique pour parler de ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une différence de définition d'une région à l'autre, Oui. Disons qu'en fait, bien sûr, il y a le gros problème, je trouve, en Belgique, qui n'est pas de toute façon un problème belgo-belge, hein, je veux dire, ça existe dans tous les pays occidentaux aujourd'hui, c'est pas mal de ghettoisation dans certaines écoles. Je crois que c'est le cas en France, en tout cas, que je connais bien, et la Belgique, où en effet nous avons des écoles qui sont de plus en plus monoculturelles, où les jeunes ne se mélangent pas. Et donc c'est évidemment, lorsque des jeunes grandissent avec des jeunes de leur communauté,
ou même des jeunes qui partagent leur même foi et la même religion, évidemment, les questions ne sont pas les mêmes, puisque voilà, le regard que l'on porte sur soi ou que l'on porte sur l'autre n'est forcément pas identique. Donc je trouve ça tout à fait dommage que nos jeunes ne puissent pas communiquer entre eux. Quand je parle de nos jeunes, je parle de ceux de culture chrétienne, et puis de judéo-chrétienne, et puis d'autres, ceux qui sont de culture musulmane, par exemple. Donc il y a des écoles où ce brassage est effectif, et où il est beau et intéressant et riche. Et puis nous avons beaucoup d'écoles aussi en Belgique qui ne connaît pas ce brassage, je dirais, ce brassage culturel. Et là, en effet, la problématique, les questionnements ne sont pas les mêmes. Et alors, est-ce que vous pensez que les jeunes sont préparés à tous ces sujets? Est-ce que vraiment ils découvrent avec vous c'est quoi vraiment être raciste, c'est quoi l'autre, qui est l'autre, c'est quoi l'islam, entre autres, hein, parce que tout à fait. Je suppose que, comme vous dites, Mais je crois que, en fait, on vit une période extraordinaire. On vit voilà, je dis souvent à nos jeunes dans les écoles, quand moi j'étais adolescente, dans les années 80, si on voulait être informé, nous devions attendre le journal parlé de 19h30 ou aller acheter le journal le soir ou autre. Aujourd'hui, on est constamment connecté au monde, on sait ce qui se passe à la minute, à la seconde, un événement se passe à l'autre bout du monde, vous êtes informé par une application. Donc c'est évident que c'est extraordinaire ce progrès, mais malgré tout, on est acculé par l'information, on est noyé par l'information comme la désinformation. Donc il y a autant, je pense, d'informations que d'intox. Et donc finalement, je pense qu'il y a une saturation chez eux et que forcément tout a perdu de sa substance. Alors c'est ce que je vous disais par rapport à cet ouvrage, c'est que qu'est-ce que c'est qu'être raciste aujourd'hui? Être raciste, c'est le rejet de l'autre, mais c'est le rejet de l'autre pour sa différence. Alors qu'il y a évidemment des différences qui sont des différences liées à la culture, et qui sont des différences liées à l'éducation, à des valeurs aussi. Donc finalement, tous ces mots, tout ce qu'ils reçoivent finalement, même au sein même de l'école, qui n'est pas toujours préparé à recevoir des questions comme, par exemple, quand il y a eu les attentats. Ou à traiter le sujet, tout simplement. Oui, quand nous avons eu les attentats l'année dernière à Malbec et à l'aéroport de Zaventem, nos jeunes se sont sentis à tel point désœuvrés que les enseignants ont fait appel à moi en me disant « mais voilà, on ne sait pas quoi leur dire, comment faire pour... » Alors moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas psychanalyste. Donc, quand on dit nos jeunes, vous parlez des personnes de toutes les communautés ou Je pense que toutes les communautés sont touchées parce que les jeunes issus de l'immigration n'ont pas plus de réponses que les autres. Le phénomène ce que j'appelle moi le barbarisme voilà, ambiance, je veux dire, tout le monde se retrouve un peu perdu face à cette haine de l'autre qu'on peut avoir, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand on commet un attentat, quel que soit l'endroit où on le commet, on touche toutes les communautés finalement. Et donc c'est vrai que ces jeunes ne savent pas toujours, tous les jeunes malgré tout, mais ceux de la communauté arabo-musulmane peut-être plus que les autres, ne savent pas comment répondre, que répliquer face à ces phénomènes qui sont quand même revendiqués par des gens issus de leur communauté. Et vous avez un retour des jeunes après, ou bien de la réaction? Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui ont quitté l'école, qui sont devenus enseignants et qui m'invitent maintenant à venir dans leur classe, alors que même je les avais rencontrés à l'époque en tant qu'étudiants. Ils étaient sur les bancs de l'école. Exactement. Donc, parce qu'ils ont gardé un souvenir chaleureux et tout à fait intéressant. Vous savez, quand un auteur vient en classe, ça brise un peu la routine scolaire aussi. Pour eux, c'est tout à coup quelque chose voilà, qui sort du cadre scolaire et ça les marque. Et donc, c'est vrai que même si je ne me prétends pas être une spécialiste de la question, le peu d'informations, le peu de connaissances que je leur transmets sur la question leur ouvre l'esprit et leur fait peut-être avoir une autre vision de ce qu'est aujourd'hui l'immigration et voilà, la place de cette immigration à la société en Belgique. Et le fait que vous soyez d'origine maghrébine et que Hassan Bousta aussi, est-ce que ça aide ces jeunes-là, ça les valorise quelque part de se dire on a des informations qui nous viennent, un apprentissage qu'on fait auprès de personnes qui
qui nous ressemblent, qui sont un peu de notre communauté? Disons qu'avec Hassan, quand on a rédigé ce livre-là, on ne voulait pas justement être dans une sorte de clivage. On l'avait écrit pour tous les jeunes. Je veux dire par là que ce que nous disons aussi lorsque nous rencontrons les jeunes, et moi je fais plus d'animation que Hassan évidemment parce qu'il a beaucoup moins le temps en tant qu'universitaire et enseignant, je dis à nos jeunes, l'effort doit être fait des deux côtés. Je veux dire, on ne doit pas toujours attendre de l'autre à ce qu'il fasse un pas vers nous. Nous devons nous aussi en faire un vers l'autre. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas toujours penser que c'est nous qui devons, comment dire, qui devons attendre finalement que l'autre nous accepte dans notre différence, dans notre singularité. Je crois que le travail doit se faire des deux côtés. Et donc avec Hassan, on avait vraiment cet objectif-là de se dire nous ne voulons pas non plus que l'on soit, parce que nous sommes d'origine arabo-musulmane, taxé d'être partisan d'une communauté plutôt que de l'autre. Traiter un sujet d'une manière... Exactement, puisque le racisme finalement, tout le monde peut être victime de racisme, qu'il soit belge depuis 20 générations ou belge depuis deux générations. Donc le racisme touche tout le monde et il peut évidemment être pris dans tous les sens. Et voilà. Vous êtes aussi co-auteur de Rompre le silence, Madame Madi. Alors, il y a plusieurs écrivains qui ont porté leur plume dans cet ouvrage. Parlez-nous un petit peu de... Alors, ce livre, Rompre le silence, ça a été, en fait, après les attentats du 11 septembre dont je parlais tout à l'heure, on a quand même un peu... disons, montrer du doigt la communauté en disant mais tiens, les voix issues de la communauté musulmane ne réagissent pas, ne s'élèvent pas pour dénoncer ces actes horribles du terrorisme. Et Hassan Bouzzetta a eu envie de donner la parole justement aux gens issus de la communauté pour exprimer leur indignation face aux événements qui ont frappé New York. Et c'est comme ça que j'ai d'ailleurs rencontré Hassan pour la première fois, donc c'était en 2001. Et il m'a demandé d'écrire un texte sur justement ce que je ressentais et quelle était ma position, s'il y en avait une évidemment, même si c'est la position de l'indignation forcément, mais de l'exprimer par un texte. Et oui, en effet, je ne sais plus combien nous étions à l'époque, mais pas mal d'intellectuels issus de l'immigration, des chercheurs, des artistes, des comédiens, je crois aussi. Nous étions probablement plus d'une vingtaine à écrire un texte pour dénoncer pour parler de notre mécontentement et de notre colère face aux événements. Vous écrivez beaucoup de choses, peut-être quelques mots sur les silences de Médéa, avant de nous parler un petit peu des sujets traités. Oui. Les silences de Médéa, c'est un roman. Bon voilà, c'est vrai que moi, disons que mon envie, ma pulsion d'écriture, parce que je crois qu'il faut parler de pulsion dans l'écriture, c'est évidemment, quand on écrit un ouvrage, on y passe beaucoup de temps, on y passe 1 an, 2 ans, 3 ans, il y en a qui mettent même 10 ans à écrire un livre, et je crois qu'on ne peut pas le faire si on n'a pas une sorte de déclic Oui, mais c'est plus que ça, c'est vraiment une envie de dénoncer ou d'avoir un sujet chevillé au corps quelque part. Donc c'est vraiment le besoin d'être en phase avec une problématique, et dans les silences de Médéa, cette problématique pour moi, elle était ce phénomène toujours, encore une fois, de barbarisme, d'actes terroristes en Algérie, puisque l'Algérie a connu 10 ans d'une guerre civile atroce, avec des centaines et des milliers de morts. Vous allez dans un contexte algérien. Oui, tout à fait, ça se passe en Algérie. Bien... C'est-à-dire qu'en tant qu'Algérienne, évidemment, je connais l'Algérie. Bon, je ne peux pas dire que je la connais parfaitement parce que je n'y ai pas vécu, mais bon, ça fait des années que j'y vais 1 à 2 fois par an. Donc je trouvais important, en effet, de parler de cette période du terrorisme en Algérie. Et là, c'est sous le prisme d'une femme qui va être victime de violence et d'un viol. Et donc j'explique l'histoire de cette femme qui va devoir se reconstruire après avoir subi... alors, évidemment, Zora, le personnage, c'est un personnage fictif, mais elle est le reflet, malheureusement, de plusieurs milliers de femmes qui ont connu ce destin tragique d'avoir été kidnappées, violées
beaucoup ont été assassinés. Donc quelque part, vous partez de choses concrètes, de choses qui sont vraiment de la réalité, on va dire, que vous transformez en fiction? Oui, dans ces deux cas-là, en tout cas, puisque par après, j'ai écrit d'autres choses qui ne... Voilà. Moi, j'aime pas m'installer dans un genre, voilà. Oui. J'ai besoin de voyager, enfin de voyager en tous les cas dans ma tête et de pouvoir faire des choses, voilà. Et donc, souvent on me dit, mais tiens, vous ne feriez pas une suite à tel ou tel ouvrage? Je dis non, parce qu'une fois que le point final a été posé, pour moi l'histoire est terminée et je dois passer à autre chose. Oui. Donc voilà, donc c'est vrai que par après j'ai écrit Shamsa, fille du soleil, qui est un conte qui n'a rien à voir. Puis après artiste, voilà donc. Comment ça se passe, Malika? Racontez-nous un petit peu votre quotidien, votre quotidien, d'écrivaine. En fait, je viens de terminer un essai qui s'appelle Maternité, littérature, création et procréation. J'explique un peu justement. Qui sort très bientôt d'ailleurs. Qui sort, voilà. On a un scoop, cher. Exactement, il sort cette semaine, donc. On pourra le trouver à la FNAC, notamment dès ce week-end. Mais c'est vrai que j'explique très bien, donc c'est un livre de réflexion sur l'écriture à la maternité. Et je décris dans cet ouvrage la difficulté de voler des moments d'écriture. Pour moi, l'écriture, ce sont des moments volés. Voilà. Donc ça veut dire que, bon, j'ai 3 enfants grands maintenant, mais enfin voilà, ils sont encore à la maison. Donc c'est évident que je dois être la mère parfaite, c'est-à-dire celle qui cuisine, qui fait les courses. Ben, je m'en occupe, oui. Même si ce sont des hommes et une grande jeune fille, hein, mais bon, ils sont là. Donc c'est vrai que j'ai un quotidien assez difficile. Et pour moi, l'écriture, c'est des moments que je vole. Je m'octroie ces moments, je les bloque dans le temps. Et puis, je me dis, c'est là où je dois maintenant écrire. Et parfois, je suis agressive. Parfois, voilà, je ne veux pas qu'on m'interrompe. Je ne veux pas que l'on me dérange. Donc, hélas, parce que c'est l'écrivain qui vit son moment d'écriture. Donc voilà, c'est assez complexe à expliquer. C'est un voyage entre le fait d'être maman et le fait d'être aussi écrivain? Mais je pense que c'est, je dis dans ce livre dont je viens de vous parler, qui sort cette semaine, je dis c'est un rêve d'enfant. D'être mère de famille nombreuse et d'être écrivain. Sauf que ce sont deux fonctions qui ne sont pas faites pour se rencontrer. Si l'on prend les fonctions même dans leur genèse même, je veux dire qu'une mère, c'est le don d'elle-même pour ses enfants, absolu, à plein temps, total, tout à fait. L'écrivain, c'est l'égocentrisme, c'est le narcissisme poussé à outrance. Donc, voilà, il vit dans son monde, dans sa bulle. Exactement. Donc il y a deux personnes là qui ne sont pas faites pour se rencontrer et que j'essaye de faire rencontrer en Malika Madi, en quelque sorte. Alors, est-ce que je lui parviens? Est-ce que vous revendiquez justement d'avoir ce moment dans votre bulle à travers ce livre-là? Oui, non seulement c'est nécessaire, mais je pense que je serais invivable si je n'avais pas ces moments-là. Donc, font de moi une bonne mère, mes moments d'écriture et de réflexion et de solitude. Et font de moi une bonne écrivain aussi, les moments où je peux cesser d'être écrivain pour être... Une mère, une animatrice, une collègue, une amie, que sais-je. Donc, voilà. Mais j'ai pas mal d'amis écrivaines. D'ailleurs, j'ai sollicité leurs témoignages pour cet ouvrage-là, qui me disent moi, je n'aurais pas pu faire d'enfant parce que, justement, je n'aurais pas pu concilier. Il a fallu faire un choix. Il a fallu faire un choix, oui. Parfois conscient, parfois inconscient, mais... Voilà. L'écriture ou la maternité. Vous ne l'avez pas fait, donc mais vous écrivez très très bien. Alors, justement, Madame Madi, vous allez maintenant créer une pièce de théâtre. Est-ce que vous l'avez écrit pour que ça soit une pièce de théâtre? Sucre, venin et fleurs d'oranger. Sucre, venin et fleurs d'oranger. Un petit peu. Oui, c'est une très très belle aventure. Oui. C'est une aventure extraordinaire que j'ai menée avec 8 femmes. Dans une maison de femmes à Molenbeek, donc ça s'appelle Dar el Amal. Donc c'est une rencontre avec 8 personnages, en tout cas 8 personnalités qui sont devenues 8 personnages dans une pièce. Et quand j'ai commencé à rédiger ce texte-là, je me suis dit, en venant travailler avec vous, moi j'ai une ambition. Et je ne savais pas pourquoi j'avais dit ça à ce moment-là, mais je pense que j'ai été un peu utopique, mais c'est arrivé. Je leur dis, voilà, moi je veux qu'on sorte de cette maison de quartier. Je veux que notre pièce puisse voyager et être jouée à Bruxelles, mais en dehors de Bruxelles. Extramuros. Exactement. Et pourquoi pas en dehors de la Belgique.
Donc oui, c'est vrai, bon, pourquoi pas, etc. On m'a pris de haut. Et puis finalement, on y est arrivé, puisque c'est une pièce qui, voilà, on a joué plus de 30 fois. Et qui a voyagé qui aussi, voyage. Voilà, on a joué bien sûr à Bruxelles plusieurs fois, en Wallonie, et nous partons à Oujda pour le festival du théâtre amateur d'Oujda. Donc voilà, au mois de mai, nous embarquons toute la troupe. Quelques mots sur la pièce ben, c'est l'histoire, toujours une histoire de femmes. Donc c'est 8 femmes sur 4 générations qui partagent une maison, toutes les 8. Et c'est la relation que ces femmes entretiennent les unes avec les autres, et notamment l'arrière-grand-mère qui est une dame horrible et mesquine et acariâtre. Notre Tati Daniel. C'est notre Tati Daniel, oui, on va dire Tati Khadija, oui, voilà. parce qu'elle s'appelle comme ça. Et Khadija est une femme dont la toute-puissance décline, et donc plus sa toute-puissance décline, évidemment, plus elle devient acerbe. Et c'est sa relation très particulière avec sa fille et puis ses petites filles qui sont l'enjeu un peu de cette pièce. Mais c'est vrai que c'est de la comédie, donc on rit beaucoup, c'est le ton de l'humour, mais il y a un message malgré tout, c'est le vieillissement de nos personnes âgées. Oui, vous parlez justement de ces sujets qui exactement, sont oui. sérieux, comme justement l'âge, le troisième âge d'origine maghrébine dans les communautés, et quel est l'accueil qu'on les fait. Exactement. Il est question de maisons de repos. Oui, voilà, je crois que c'est une pièce où il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de sujets traités, notamment l'émancipation. Hein. Les femmes vivent aussi une émancipation à leur manière. Donc c'est aussi une pièce sur, je pense, la réussite sociale, la réussite tout court, finalement. Donc il y a beaucoup de sujets qui tournent dans cette pièce et qui font d'elle une comédie assez drôle. Et qui fait son succès, je pense. Ça marche très bien, oui, très bien, oui, c'est un très beau succès. Alors, quelle est l'actualité de Malika Madi? Disons que voilà, je travaille aussi sur une nouvelle pièce qui s'appelle Un homme libre, voilà, qui là est aussi une pièce sous le prisme de l'homme, un regard plus masculin. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est athée et qui se retrouve en porte-à-faux entre un père prosélyte et un fils qui se questionne sur la religion et sur sa religiosité. Donc c'est un peu la relation à trois de ces trois hommes et de la place du libre arbitre et de la liberté de conscience au sein même d'une famille. Donc c'est alors qu'est-ce qui vous a donné quel a été le déclic? Mais je pense que c'est toujours la relation entre les êtres humains, et puis ce qui m'intéresse au sein d'une famille, ce sont les individualités. Voilà, je pense que nous ne choisissons pas ses parents, nous ne choisissons pas ses frères ou ses sœurs, et nous devons travailler à ça. Nous devons essayer de nous connaître, de construire des liens avec des personnes qu'on aime, parce que ce sont vivre ensemble. Oui, c'est ça. Et on peut être très différents au sein d'une même famille. Et ce sont ces liens, cette dualité qui m'intéresse très fort, et qui comment trouver une harmonie parfois dans la diversité ou dans les conflits. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans les relations humaines, notamment. Alors on va dire quel message vous donneriez aux personnes qui nous regardent, aux femmes, aux hommes, mais aussi aux jeunes, sur la littérature, sur le fait d'écrire, de mettre sur papier Je pense que pour moi, en tous les cas, je pense que l'écriture est une force, que l'écriture est une arme. Oui, bien sûr. Heureusement, tout le monde peut le faire. Après, tout le monde ne se l'autorise pas. Justement, c'est un autre problème. Justement, est-ce que vous n'avez pas rencontré justement dans les publics que vous rencontrez des personnes qui disent « je ne serais jamais capable d'écrire ». Oui, bien sûr, mais un jour, une amie m'a dit, je lui avais dit, j'adorerais chanter, voilà, j'aimerais chanter, mais j'ai pas une belle voix. Elle me dit, mais si, tout le monde a une belle voix, il faut juste apprendre à chanter. Après, voilà, je veux dire, on ne peut pas tous être Céline Dion, mais on peut tous chanter. Je crois que l'écriture, c'est la même chose. Tout le monde peut écrire. Il faut juste trouver ce déclic, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis, vraiment, moi, je parle d'autorisation qu'on se donne de le faire. Et de ne pas s'auto-censurer ou de ne pas se juger avant même d'avoir osé. Mais l'écriture est une arme, on le sait. C'est pour ça que beaucoup de dictatures interdisent certaines littératures, parce que les dictateurs savent qu'avec un livre, on peut changer une mentalité. Et donc, je crois que c'est un pouvoir qu'on sous-estime, enfin, en tous les cas, que beaucoup sous-estiment, mais qui reste pour moi vraiment utile et important.
C'est le message que vous transmettez quand vous allez dans les écoles? Oui, tout à fait, le message que je transmets, mais aussi, moi je pense qu'il faut, souvent on me demande, mais quelle est pour vous la qualité première d'un écrivain? Et je dis souvent, je ne dis pas qu'il faut savoir écrire, je dis qu'il faut savoir écouter d'abord. Et il faut savoir regarder, il faut savoir observer, il faut être témoin de son temps, témoin de ce qui se passe. Et ensuite, l'écriture vient, mais il faut juste pouvoir aussi savoir de quoi on veut parler, de qui on veut parler. Et ça passe par l'écoute, par le regard et par le dialogue aussi avec l'autre. Et ça s'apprend? Ça s'apprend à l'école notamment, ça s'apprend dans les endroits où on peut se rencontrer, où on peut parler, les maisons de femmes, les maisons de quartier, là où on peut rencontrer l'autre, parce que beaucoup de gens vivent isolés aussi. Et de plus en plus, on sait aujourd'hui que l'Internet, etc., vous isole du reste du monde, même par-ci, paradoxalement, on est ouvert au monde, mais on se voit beaucoup moins, on a beaucoup moins le temps d'aller voir nos amis, de parler avec eux. Donc, et qu'est-ce que ça pourrait rapporter donc à l'écrivain, enfin celui qui écrit? Je pense que d'abord, il y a la rencontre avec l'autre permet aussi d'avoir une sorte de relations humaines, de visu aussi. C'est ce qu'on peut échanger quand on écrit un mail, ou on échange maintenant beaucoup par SMS ou par Messenger. On a affaire finalement à un écran, où on a affaire à des touches, et ça nous en... Et puis les silences parlent aussi. Quand on est face à un ami et qu'on prend un café et qu'on ne se dit rien, le silence peut aussi nous apporter énormément et peut aussi nous nourrir finalement. Et c'est pour ça que les relations humaines sont importantes, et qu'on doit aussi quitter un peu nos écrans pour pouvoir se rencontrer un peu plus. Merci Madame Malika Madi. Je vous en prie. Donc je rappelle que votre dernier livre, Maternité et littérature, création et procréation, sort la semaine prochaine. Tout à fait. Donc, voilà. Soyez à l'affût sur Internet, on peut voir un petit peu, suivre un petit peu aussi votre parcours. Il suffit d'écrire Malika Madi, et j'espère que tout se passera comme pour le mieux, en tout cas pour vos livres et pour vos projets. Est-ce que vous avez des projets à part cette pièce? Eh bien, j'ai quelques voyages de prévus, donc là, ça me prend. Je pars très bientôt au Koweït, donc rencontrer l'ambassadeur belge m'invite donc au Koweït pour une série de conférences. Et puis, je travaille sur un documentaire aussi pour la RTB, donc sur la transmission mère-fille. Donc, vous voyez, je ne sors pas de ce sujet. Et donc, je pars très bientôt en Algérie filmer l'histoire de mes parents et de leur parcours depuis l'Algérie jusqu'à la Belgique. Et de la relation qu'il y a entre ma mère, moi et ma fille, et ce que nous transmettons l'une à l'autre. Voilà, ça, c'est le sujet. C'est un devoir de mémoire Oui, un devoir de mémoire, et puis d'héritage. Pardon. Et d'héritage. Donc, on vous souhaite plein de succès, Malika Madi, et j'espère vous retrouver, vous revoir sur nos plateaux. Merci d'avoir été mon invité. Je vous en prie, merci à vous. Voilà. Alors, chères mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Femmes au pluriel. D'ici là, soyez heureux et heureuses.